Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niwad Info. La France, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie, le Japon et 20 autres pays ont signé ce lundi une déclaration commune. Le texte appelle l'État hébreu à mettre fin immédiatement aux hostilités dans la bande de Gaza. Mamadou Diouf, merci de nous rejoindre. Merci, bonsoir Charlotte. Un nouveau coup de pression pour Israël. Oui, un nouveau coup de pression effectivement sur Netanyahou en particulier, le premier ministre israélien. Mais moi je me dis que le temps des pressions est dépassé, le temps des discours est dépassé, le temps des condamnations est dépassé. Ceux qui ont vu les vidéos de ce qui se passe actuellement à Gaza, avec des enfants de très bas âge squelettiques, ce vieil homme qu'on montre dans une vidéo qui vient pour prendre de la nourriture, on voit qu'il n'est pas suffisamment solide, on veut le servir en le privilégiant, on prend son récipient, on met la ration dedans, il meurt séance tenante sans même avoir le temps de recevoir la ration qu'on lui a destinée. Quand on arrive à ce niveau, je ne crois pas qu'il faut faire des appels, je ne crois pas qu'il faut faire des déclarations, il faut agir et le monde a la capacité d'agir, qu'on ne nous dise pas que cette capacité d'agir n'existe pas. 21 mois après le début du conflit, mais qu'est-ce qui aujourd'hui motive ces États à se réunir et vouloir parler d'une même voix? En fait, il y a deux choses ici. Il y a une opinion publique interne que les gens veulent gérer. Vous avez de grosses manifestations qui se déroulent dans des pays pour dénoncer l'inaction de leur État et de ce qu'on appelle communauté internationale de façon générale, face à un massacre qui se déroule sous les yeux de tout le monde. Personne n'ose dire qu'il n'est pas au courant. C'est vrai qu'Israël a essayé d'en faire ce qu'on peut appeler un événement avec un étouffement médiatique, en disant qu'il n'autorise aucun journaliste à aller sur place. Si vous regardez, c'est plutôt des journalistes palestiniens qui sont là-bas, et parmi ces journalistes, il y en a 200 au moins qui ont été tués en 21 mois parce qu'Israël ne veut pas qu'on sache qu'est-ce qui se passe. Mais ça veut dire que ce que l'on cache, ce n'est certainement pas quelque chose de bon. Vous avez vu Reporters sans frontières qui a dénoncé pas seulement les meurtres, mais le fait que les journalistes ne peuvent pas faire leur travail à Gaza pour que les gens sachent réellement ce qui se passe sur le terrain. Mais ça fait que ces pays aujourd'hui, certains même, je dirais malgré eux, sont obligés de signer ce genre de déclaration. Parce que quand je vois la France signer cette déclaration, quand je vois l'Angleterre signer cette déclaration, le Royaume-Uni, je me pose des questions. Parce que la France et le Royaume-Uni sont des soutiens clairs d'Israël. Quand je vois l'Espagne, quand je vois la Suisse, quand je vois la Norvège, quand je vois la Suède, je peux comprendre. Parce que vous avez des pays qui n'ont jamais accepté cela. L'Espagne et la Norvège, la Suède viennent d'ailleurs, même il n'y a pas longtemps, de reconnaître l'État palestinien. La France disait le faire au mois de juin, je crois. Jusqu'à présent, la France ne l'a pas fait. Mais quelque part, il y a un peu une duplicité dans ce qui est en train d'être fait. C'est devenu invivable. C'est un génocide indiscutablement. C'est devenu intolérable. Pour ne pas faire semblant de cautionner, on fait juste une déclaration. L'heure des déclarations est dépassée. Justement, face à la gravité de la situation, et quelle est la portée diplomatique de cette déclaration? Est-ce qu'elle peut influencer concrètement la politique israélienne vis-à-vis de Gaza? Ça fait mal pour Israël parce que sur son combat à Gaza, au départ, Israël a voulu avoir tout le monde de son côté, mais actuellement, tout le monde se détache d'Israël. Puisque ce que les gens voient, il n'est pas possible de soutenir Netanyahou dans ce qu'il est en train de faire. Je dis Netanyahou pour faire la part avec Israël parce que les manifestations contre la guerre, vous en avez à l'intérieur du territoire israélien. Tout le monde ne suit pas cette attitude va-t-en-guerre du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Mais Netanyahou a déjà réagi par son gouvernement en disant qu'il rejette cet appel. Parce que sur le plan diplomatique, c'est un véritable camouflet pour Israël, puisque la France, l'Angleterre qui signent, comme je l'ai dit, ce sont plutôt des alliés d'Israël, même si dans la déclaration, quand ils demandent la fin de ce terrible conflit, ils demandent en même temps la libération des otages, mais la condamnation de la faim comme arme que Israël utilise, tous ces éléments-là dérangent Israël. D'ailleurs, dans la réponse, Israël dit que ce n'est pas lui qui affame les populations, c'est le Hamas qui les affame. Bon, pour ceux qui savent ce qui se passe là-bas, le Hamas n'a pas du tout affamé ces populations. C'est Israël qui empêche à l'aide humanitaire de rentrer. L'aide est à Rafah. Il y a des centaines de camions qui n'attendent qu'on leur donne la possibilité de passer et c'est Israël qui refuse.
Et comment ces déclarations ont-elles été perçues par Israël, mais également par les partenaires ou sinon les acteurs dans la région? Les acteurs dans la région, n'oublions pas qu'on avait parlé ici d'une autre déclaration qui allait dans le même sens. Il y avait moins de pays, je crois que c'était une dizaine à l'époque, maximum une quinzaine, où il y avait beaucoup de pays arabes à l'intérieur, puisque ces gens ont encore un problème plus grand à cause de leur proximité géographique avec cette population, mais à cause de leur proximité religieuse également avec cette population, parce que dans cette affaire de Palestine, il y a la fibre religieuse musulmane qui est touchée. Et quand vous regardez dans ces pays, mais les gens ne cessent de dénoncer leurs autorités et de dénoncer leur incapacité. La semaine dernière, il y a eu une marche à Rabat, au Maroc. C'est des dizaines de milliers de personnes qui sont sorties, qui réclament même que Rabat, qui est rentré dans les accords d'Abraham, qui a été prôné par Trump lors de son premier mandat, les populations marocaines réclament même que Rabat sorte des accords d'Abraham pour montrer comment ces populations ont une position qui n'a rien à voir avec la position de ceux qui les dirigent sur cette affaire entre Israël et Gaza. Et quelles sont les mesures concrètes que ces pays peuvent proposer pour faire respecter donc cet appel de cessation des hostilités? Je disais tout à l'heure que les déclarations se dépassaient, mais c'est très simple. Il y a un blocus, mais on brise le blocus et on sait comment on le fait. Regardez l'armada militaire que les États-Unis ont mobilisée avec leurs alliés, aussi bien du côté des pays arabes du Golfe que les autres alliés occidentaux, pour aller bombarder les infrastructures nucléaires de l'Iran. Mais avec cette armada, on peut parfaitement, non pas aller bombarder, mais faire ce qu'on appelle un pont aérien, distribuer de la nourriture par les airs si Israël refuse qu'on passe par la voie terrestre. Et ça s'est fait plusieurs fois dans des guerres. On vient, on met la nourriture avec des parachutes, la nourriture va tomber, les populations vont prendre et récupérer la nourriture qui leur est destinée. Ça s'est fait, c'est connu. On a connu cela dans la Seconde Guerre mondiale avec l'Allemagne, puisqu'il y avait un blocus également au niveau de l'Allemagne, à Berlin en particulier. Ça a été rompu par ce pont aérien qui fait qu'après, le blocus n'a plus de sens, il devient caduc. Ça, ils peuvent le faire. La deuxième chose, quand l'Iran a voulu bombarder Israël, mais tous ces gens se sont coalisés pour aider Israël à intercepter les missiles qui ont été envoyés par l'Iran. Mais si les gens sont sensibles à la façon cruelle dont les enfants, les femmes, les personnes âgées sont en train d'être tuées au niveau de Gaza, mais ils sont capables normalement de faire ce même travail pour protéger le Gaza pour que les gens ne parviennent pas à pouvoir bombarder comme ils le font. N'oublions pas que quand ils ont voulu combattre Kadhafi, ils l'avaient fait. Ils avaient interdit à Kadhafi et à ses militaires d'utiliser leur propre espace aérien en disant que c'est eux qui protègent cet espace aérien. Pourquoi ça n'a pas été fait pour Gaza? 60 000 morts, les gens attendent quoi encore pour le faire? Et en attendant, ces déclarations, peut-elle influencer, on va dire, un peu la dynamique du conflit actuel? Est-ce que ça peut changer quelque chose? C'est ce qui est recherché. Le but recherché, c'est de montrer à Israël que, attends, tu as franchi le Rubicon, mais sans sanction. C'est toute la difficulté. Quand vous lisez la déclaration, on montre effectivement des problèmes, mais qui méritent d'être sanctionnés. Combien de fois Israël est allé dans le sens de violer ce qu'on appelle le droit international? Quand un autre pays le fait, vous avez vu comment on réagit. Comparé avec la guerre en Ukraine, puisque la guerre ne s'arrête pas, les États-Unis disent qu'il faut ajouter des sanctions, l'Union européenne dit qu'il faut multiplier les sanctions. Pourquoi? Parce qu'on trouve que la Russie est en train de bombarder l'Ukraine. Mais c'est la même chose qui se passe entre Netanyahou et Gaza. Et pourquoi ici on ne parle pas de sanctions? Qu'on rappelle que l'Union européenne s'était réunie même, puisque à l'intérieur de l'Union européenne, des gens avaient tapé du poing sur la table. On a vu des députés prendre la parole dans toutes ces assemblées pour dire mais ce n'est pas normal, il faut qu'on sanctionne Israël parce que quand un autre pays le fait, on le sanctionne. Ce n'est pas normal que quand c'est Israël, on ne sanctionne pas. Mais quand les ministres des Affaires étrangères se sont rencontrés au niveau de l'Union européenne, finalement, aucune sanction n'est sortie. Mais quels sont les défis majeurs qui empêchent donc, ou qui compliquent la situation au point d'avoir, pour faire respecter justement ces appels à cesser le feu Non, en réalité, il n'y a pas de défi majeur. Une bonne partie de ceux qui devaient prendre le devant pour des sanctions sont en même temps des alliés d'Israël. Mais
les choses sont arrivées à un niveau tel qu'on ne peut plus se taire. Donc on parle, mais en termes de sanctions, mais on ne voit absolument rien. Vous avez dans des pays où les parlements même ont réclamé en disant qu'il faut arrêter la fourniture des armes à Israël. Non. Vous avez des pays où, quand on a vu un chargement, un navire, on a pensé que ce navire-là charge des armes pour Israël. Les dockers ont refusé de faire le chargement en disant qu'ils ne vont pas charger des armes qui vont aller tuer des enfants. C'est pourquoi j'ai dit tout le monde est au courant. Mais comme tu es allié à Israël, en particulier à Netanyahou, tu ne veux pas te froisser avec lui. Bon, tu trouves la façon la plus simple, c'est de faire une déclaration, de montrer comment ce massacre-là est inhumain, et tu t'en arrêtes là. Mais quand on s'arrête là, ça ne bouge pas parce que Netanyahou, tout le monde le connaît, avec ce qu'il veut faire. Même dans la déclaration, au lieu d'être très clairs, ils ont préféré tourner autour du pot en disant qu'ils s'opposent à toute modification territoriale et à toute modification démographique. Alors que tout le monde sait que Netanyahou veut récupérer Gaza avec son allié Trump qui veut y mettre des hôtels. Tout le monde a entendu. Tout le monde sait que Trump et Netanyahou proposent à ce qu'on chasse les populations, qu'elles aillent en Jordanie et qu'elles aillent en Égypte. Donc la modification démographique, elle est là, elle est claire, et ceux qui veulent le faire l'ont dit. Ils ne l'ont pas caché. Mais vous voyez comment on réagit. Au lieu de dire clairement voilà ce qu'ils font et de les dénoncer, on dit on s'oppose à une modification territoriale, à une modification démographique. Je trouve que la condamnation est très molle par rapport à la situation qui se passe au niveau de Gaza. Y a-t-il les possibilités de résolution pacifique du conflit? Il y en a, puisque à chaque fois il y a des propositions de cessez-le-feu. C'est Israël qui est le blocage, et Israël est le blocage à cause de son soutien qu'il a par rapport au président américain Donald Trump. Il y a eu des médiations tout récemment, ça n'a pas abouti, puisque les Palestiniens ne sont pas des nés de la dernière pluie. Vous n'allez pas leur dire, venez, on fait une négociation, on fait le cessez-le-feu, vous libérez tous les otages. Ils ne vont jamais l'accepter. Parce qu'ils savent qu'ils ont déjà signé un cessez-le-feu avec Israël, qui devait se faire étape par étape. Ils ont respecté toutes les étapes. C'est Israël qui, à un certain moment, a repris l'offensive pour faire la guerre. Ils n'ont pas oublié cela. Quand on leur dit on va faire un cessez-le-feu, l'armée israélienne reste à Gaza. Mais ils refusent parce que les Palestiniens disent clairement à chaque fois qu'ils veulent une solution globale sur la question de Gaza d'abord. Et après la question de Gaza, ils veulent une solution définitive avec la création d'un État palestinien en bonne et due forme. Et de plus en plus, c'est ce qui est défendu un peu partout au niveau de la communauté internationale, mais qui n'est pas actionné. Parce que même vous regardez ce qui se passe, vous avez 100 ONG qui écrivent ici, vous avez 13 pays là-bas, vous avez 25 pays ici. Pourtant, il y a un espace dans lequel ce problème doit être réglé. C'est les Nations Unies. Mais bon, comme tout le monde le sait, le Conseil de sécurité des Nations Unies aujourd'hui, je ne veux pas utiliser le mot handicapé, il dépasse handicapé, c'est comme s'il est à l'agonie, et en emportant dans son agonie également les Nations Unies, qui devaient être l'instrument international qui devait se lever pour résoudre ce problème, d'autant que les Nations Unies ont participé à créer ce problème en divisant la Palestine, en donnant une partie aux Israéliens et en donnant une partie aux Palestiniens. Et sur le terrain sur place, dans la bande de Gaza, la situation reste critique, notamment sur le plan humanitaire. Sur le plan humanitaire, s'il y avait un mot plus fort que critique, c'est ce qui allait être utilisé. Parce que on dit aux gens, venez, on va vous donner la nourriture, et on tire sur les gens comme si on tirait sur des lapins. Je regrette, je ne considère pas les Palestiniens comme des lapins, mais quand on regarde ce qui se passe, c'est exactement cela. On tire sans retenue, ça fait des morts, on égrène le nombre de morts tous les jours, mais c'est comme si ça ne dérange pas. Et on tire sur des gens qui ont faim. On tire sur des gens qui ont soif. Vous avez détruit leur marché, vous avez détruit leur industrie, vous avez détruit leur tout. Ils n'ont rien à manger, rien à boire. Quand on leur dit venez, on va vous donner de la nourriture, les gens viennent pour prendre de la nourriture. Et on tire sur ces gens et le monde regarde. Même la façon dont l'aide humanitaire est organisée, mais toutes les organisations humanitaires ont dénoncé la façon dont cette aide humanitaire est organisée, puisque les gens considèrent que c'est la faim qui est en train d'être utilisée comme arme pour ensuite dire venez, on va vous donner à manger. Et on espère peut-être que si les gens souffrent autant, ils accepteront finalement de quitter la Palestine pour aller vers la Jordanie ou bien pour aller vers l'Égypte.
25 pays donc ensemble qui appellent à une fin des hostilités dans la bande de Gaza. Provo, il faut maintenant passer à des actions concrètes. Mais il faut passer à des actions concrètes. Sauf si l'humanité a perdu son humanité. C'est le moment de passer à des actions concrètes. Les populations palestiniennes ont suffisamment eu à souffrir pour mériter qu'on les prenne en charge et qu'on les protège. Parce que si on ne le fait pas, demain quand on nous parlera de droit international, demain quand on nous parlera de droit international humanitaire, mais il n'y aura pas beaucoup de gens pour y croire parce qu'on a piétiné ces droits devant ceux qui les revendiquent le plus et personne n'a agi. Je pourrais même dire que ce n'est pas totalement une surprise puisque on est là dans la zone ouest africaine en face d'une insécurité qui bloque nos pays sur le plan économique, qui crée des situations sociales qui n'atteignent certes pas le niveau des Palestiniens, mais avec les populations déplacées, qui créent des situations extrêmement difficiles parce que des populations qui ont l'habitude d'élever ou bien de cultiver, quand ces populations n'ont plus de terre, imaginez ce que ces populations vivent, mais la communauté internationale a exactement la même réaction. Mais quand il s'agit de l'Ukraine, la réaction devient autre. Mais que les gens se réveillent pour que, s'il le faut, qu'on crée une autre communauté internationale ou qu'on remette en cause celle qui est là. Parce que le droit, ce qu'on nous apprend, c'est l'égalité des gens devant le droit. C'est le même principe pour les mêmes personnes. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage.